J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Joanie Gilles, qui est directrice et fondatrice de Outapi Consultant, une entreprise autochtone qui porte une mission fondamentale. Donc, elle va aborder avec nous aujourd'hui les opportunités et les défis aussi que représente le processus de guérison entre les peuples autochtones, allochtones et la décolonisation aussi. Donc, ça fait partie de leur mission. Bonjour, Joanie. Oui, bonjour. Oui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Je sais que c'est des journées particulièrement occupées et où vous êtes très sollicité. Donc, merci de prendre le temps avec nous ce matin. Donc, comme je le disais, Outapi Consultant, j'espère que je le prononce comme il faut d'ailleurs, oui. Est une entreprise autochtone qui porte une très grande mission. Et déjà, j'aimerais savoir, que veut dire Outapi? Outapi, c'est un mot en langue traditionnelle Innu, donc ça se traduit en français comme le mot racine. Donc, on rejoint là, les racines de nos identités. Donc, ça rejoint notre identité. Donc, c'est ce mot puissant-là qui me guide à tous les jours dans mon travail. C'est vraiment une belle symbolique, une belle signification qui se marie évidemment très bien avec votre logo qui représente ces racines. Et de quelle impulsion est né Outapi Consultant? J'ai toujours été une militante, je vous dirais, depuis l'âge de 16 ans. Je m'implique dans la communauté dans ma communauté à Machtouyap au Lac-Saint-Jean. Je suis, en étant membre de la Première Nation des Pequot-Gaminuts, j'ai eu la chance de grandir là et d'être allée à l'école là aussi. Donc, je suis une militante parce que j'ai été souvent confrontée à des enjeux, des propos discriminatoires envers les peuples autochtones. Puis je comprenais pas d'où ça vient. C'était souvent, j'ai compris que c'était beaucoup de l'ignorance ou un manque d'éducation par rapport à nos enjeux, aussi aux liens du colonialisme encore présent aujourd'hui dans nos vies, comment l'impact négatif du prolongement du colonialisme encore actuel nous impacte, puis résonne à travers les pensées des gens autour de nous qui développent des préjugés souvent inconscients, qui amènent des micro-agressions ou des agressions directes. Donc, c'est un peu ça, là. Moi, je voulais... en militant pour la justice sociale, je suis devenue une personne qui prenait la défense de mon peuple à travers le temps, déjà à l'adolescence, puis plus tard, en ayant eu mes enfants aussi, là, mes valeurs se sont vraiment concrétisées, et puis j'ai envie encore plus de travailler pour la justice sociale et pour nos causes, les causes autochtones. Et aussi, j'ai rencontré tellement des belles personnes, des personnes alliées pour nos causes, puis qui m'inspiraient énormément. Puis j'ai compris que j'avais un rôle dans l'éducation des personnes allochtones, mais aussi que nos alliés avaient un grand rôle également pour contrer cette ignorance-là qui est un peu répandue à travers la francophonie canadienne, malheureusement. Mais on voit des changements quand même depuis plusieurs années. Là. Il y a de l'espoir dans la relation, je dirais. Bon, ben tant mieux. Je suis heureuse d'entendre que on est sur la bonne voie, si on veut, même si parfois on voudrait que ça aille plus rapidement et de manière plus vaste dans le système, autant que chez les individus. Et justement, est-ce que vous considérez que le processus de guérison, de réconciliation entre les peuples autochtones et allochtones s'est concrétisé davantage dans les dernières années? Est-ce que vous avez vu une espèce d'accélération de ces processus-là entre êtres humains? Oui, moi j'ai vu une évolution parce que c'est certain que depuis les rapports qui ont été sortis, le rapport Vérité-Réconciliation en 2015, on a eu aussi des ondes de choc par la suite après le décès malheureux de Joyce Echaquan dans le milieu de santé, dont on a commémoré justement le 5 ans de son décès là, en fin de semaine dernière à Trois-Rivières. Il y a comme plusieurs... la commission vient également. On a la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui a été reconnue au Canada. Donc, on a quand même plusieurs outils qui nous ont permis de se rapprocher encore plus puis d'atteindre... d'avoir des outils de guérison pour les personnes autochtones, mais aussi des outils
pour se rapprocher pour les personnes qui sont pas autochtones mais qui veulent favoriser la réconciliation. Ben ça, c'est tous des outils qui ont été ressortis avec des données, des appels à l'action super importants. Donc c'est des documents, et Hélène Fada aussi, là, tu sais, l'enquête nationale des filles et des femmes disparues assassinées, qui est aussi un document extrêmement important, qui a des appels à l'action. Donc les données sont là. On a été, comme on a dit un peu en fin de semaine, souvent on est étudier les personnes autochtones. Donc, on a quand même beaucoup d'informations reliées à nos réalités au niveau scientifique, au niveau statistique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer l'effet négatif de la perpétuation du colonialisme ou du patriarcat encore aujourd'hui qui nous amène dans une énergie un peu d'infantilisant ou une énergie un peu qui oublie un peu notre autodétermination encore aujourd'hui. Donc, selon moi, le processus de guérison passe par cette fierté-là d'être autochtone aujourd'hui, cette autodétermination-là qui est de plus en plus reconnue. Et oui, moi, je vois ça positivement, mais il faut continuer les efforts parce que ce n'est pas garanti que on arrive à quelque chose de concret au bout de la ligne. Il faut et c'est un processus dans le fond. Là, la décolonisation, l'autochtonisation, ce sont des processus. Donc c'est toujours un peu comme le féminisme. On vise l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est toujours on a toujours un effort à faire là, pour garder le plus possible une certaine égalité. Là. Donc c'est pas c'est toujours un effort constant qu'on doit garder et puis et s'encourager dans ce sens-là. Oui, effectivement, pour le moment, parce qu'il y a quand même beaucoup, si on y va de manière très pragmatique, il y a des recommandations qui ont été faites, mais depuis 2015, par exemple, qu'est-ce qui a été mis en place concrètement et qu'est-ce qui est réellement internalisé, on n'est peut-être pas tout à fait rendu là. Et, malheureusement ou heureusement, il faut continuer à avancer ensemble à travers ça. Et donc, vous constatez que ça offre, disons, ce nouveau contexte social et politique. Ça offre des opportunités, mais aussi des défis pour les premiers peuples. Est-ce que, de votre côté, vous sentez qu'il y a je veux pas dire une joie ou un bonheur de retrouver ça, de pouvoir le remettre de l'avant, là, toute cette culture, tout cet honneur qui vous est dû et qu'on doit vous redonner. Est-ce que vous sentez que il y a justement un sentiment que c'est une opportunité et malgré les défis que cela comporte? Bien, je crois qu'on a davantage de place maintenant. On se fait plus écouter dans la société, selon moi. Cependant, ce n'est pas partie gagnée, là, dans le sens que il y a des défis reliés à ça parce que parfois, je vais dire un peu crûment, là, des fois, certaines personnes ou organisations ou institutions veulent un peu leur autochtone de service. Oui, le token. Oui, le token. Donc là, ça a été malheureusement vu pour comme cocher une case. OK, ben on a un autochtone dans ce poste-là, mais son poste c'est pas très clair ou son impact est pas très clair non plus. On lui donne pas nécessairement une place de décision, mais plus de consultation ou de comme juste pour bien paraître. Malheureusement, ça se voit de plus en plus. Mais heureusement, les personnes autochtones et les institutions, les organisations qui sont sensibilisées à ça essaient de l'éviter le plus possible. Puis on le voit arriver de loin quand même la demande de token. Là. Ouais. Donc des fois on se rend compte, OK, non, ça fonctionnera pas. Donc je pense que ces dernières années, on comprend mieux qu'il faut faire attention à notre approche, que ça pour collaborer avec des personnes autochtones, il faut créer une relation sincère, faut être préalablement éduqué aussi sur les enjeux pour pas s'attendre à ce que la personne autochtone devant nous, ce soit elle qui nous éduque sur les enjeux autochtones. C'est pas l'objectif. On a des devoirs comme citoyens, citoyennes de faire nos propres recherches, nos propres devoirs avant d'aller vers les communautés ou de le faire en parallèle également. Oui. Donc,
Donc ça, c'est un des défis, mais l'opportunité davantage pour, je pense que la place est, il y a de plus en plus de place pour les voix autochtones. Il faut que ça continue, autant dans la musique que dans l'accès aux études supérieures. On a des programmes d'équité là pour avoir plus de personnes autochtones dans les milieux postsecondaires. Il y a en tout cas, il y a comme de plus en plus d'actions qui se font. Oui. Parce que les gens comprennent d'où on vient et par où on passe, puis qu'on a beaucoup plus d'obstacles pour atteindre des objectifs comme les études supérieures, par exemple. Là, on en a plus, donc comment faire pour les diminuer? Donc oui, ça, je pense que on est sur la bonne voie là pour ça. Puis un dernier défi, il y en a plusieurs, mais celui que je veux souligner aujourd'hui, c'est l'épuisement émotif aussi des personnes autochtones, parce que c'est souvent on est sursollicité. Oui. Et on doit parce que convaincre les gens que le racisme existe, c'est convaincre les gens qui existent dans le système, puis qui existent un peu dans les biens inconscients des gens, d'en parler à tous les jours, ça devient lourd, on devient un peu épuisé émotivement. Puis il faut savoir que pendant qu'on sensibilise les gens, on n'est pas en train de se guérir dans notre famille ou dans notre communauté. Donc, il faut choisir nos combats aussi. Donc, c'est pour ça qu'on redonne un peu la responsabilité aux citoyens et citoyennes de s'auto-former le plus possible. Absolument. Et justement, chez Outapi Consultant, vous offrez des formations, des accompagnements et vous abordez 2 aspects fondamentaux. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt, la décolonisation et l'autochtonisation. Que signifient ces 2 concepts et aussi de quelle manière ils se reflètent, ou plutôt devraient-ils se refléter dans notre façon de faire et de penser? Oui, la décolonisation, ça a été long pour moi de comprendre ce que c'était. Puis avant de comprendre ce qu'est la décolonisation, il fallait que je comprenne ce qu'était la colonisation. Donc, j'ai vraiment... j'ai été un peu autodidacte, mais en même temps, j'ai tellement rencontré des personnes qui travaillaient en décolonisation pour me faire une bonne idée de ce que c'était. Puis j'ai réalisé que dans le fond, c'est un processus de déconstruction des idéologies coloniales qui accordent une supériorité aux idées et aux approches occidentales. C'est-à-dire que la décolonisation, c'est justement de se dire il n'existe pas juste la pensée coloniale occidentale qui est valable dans la société, mais bien les pensées autochtones aussi qui ont tout à fait leur place. Donc c'est comme un mariage entre les deux. Et d'un côté, la décolonisation, ça nécessite vraiment de démanteler les structures qui perpétuent le statu quo et de lutter contre les dynamiques de pouvoir inégalitaires. Donc, on le sait, c'est des dynamiques de pouvoir inégalitaires entre les personnes allochtones et les personnes autochtones dans la société actuelle. Et d'un autre côté, la décolonisation consiste aussi à valoriser et à revitaliser les savoirs et les approches autochtones, puis à travers tout ça, à déconstruire les préjugés à l'égard des Autochtones qui sont, eux, hérités de l'époque coloniale. Oui. Donc, au niveau de l'autochtonisation, c'est plutôt une démarche de changement qui consiste à accorder plus de place aux perspectives, aux savoirs et aux cultures autochtones là, dans certains milieux. Puis, ça peut se faire là, de différentes façons. Par exemple, à intégrer autochtoniser des politiques, donc des procédures, des pratiques dans une institution ou dans l'élaboration des programmes d'enseignement, des curriculums, dans des plans de cours. On peut autochtoniser, c'est ça, les plans de cours, des façons d'enseigner aussi. Donc, ce sont l'autochtonisation, la décolonisation, c'est 2 concepts qui sont interreliés, qui doivent être ensemble. Et on entend souvent, là, des fois, le DRA, donc le décolonisation, réconciliation, autochtonisation. Parfois, des gens le mélangent avec l'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Mais c'est complètement différent, mais ça va ensemble. Tu sais, le DRA et l'EDI doivent être ensemble, mais ils ne sont pas interchangeables. Ça doit être les 2 qui doivent être considérés. Absolument. Et qu'est-ce que vous proposez comme service chez Outapi Consultant?
Chez Outapi, on a développé depuis 5 ans des services de consultation et d'ateliers, puis aussi des services de plateformes en ligne. Donc, vous savez, comme je disais tout à l'heure, l'autonomisation, la décolonisation, c'est un processus de pensée. Là. Tu sais, c'est quelque chose de continu qu'on doit garder actif dans notre cerveau pour constamment déconstruire certains biais, préjugés, mais aussi constamment s'informer sur les enjeux réalités autochtones. Donc, nous, la plateforme qu'on offre à Outapi, c'est une plateforme d'éducation continue. Donc, à tous les mois, on offre 1h30, 2 heures de contenu pour que les personnes qui veulent être des meilleurs alliés, qui veulent travailler en milieu autochtone, être respectueux le plus possible, éviter le plus possible les faux pas aussi qu'on ne veut surtout pas faire dans le milieu autochtone. C'est ce qu'on entend là, de nos alliés qui veulent tellement pas faire d'erreurs, mais en même temps, c'est un peu partie du processus aussi là, de faire des essais-erreurs aussi. Mais nous, dans cette plateforme-là, on propose, c'est ça, une auto-formation continue. Donc ça permet aux gens de s'inscrire, de devenir des acteurs de changement en restant ouverts là, sur les thématiques qu'on propose, puis en apprendre davantage. Puis, par la suite, ils peuvent être, c'est ça, des meilleurs alliés sur le terrain sans sursolliciter les mêmes personnes autochtones. Ouais. Donc, nous, on offre ça. On offre aussi, à chaque 3e mardi du mois, on offre un rassemblement d'1 heure. Là, on dîne ensemble. Les gens qui veulent poser des questions, on a une ou un invité à tous les 3e mardis du mois du midi, là, l'heure du Québec. Mm-hmm. Et on se rassemble là, pour discuter de la thématique du mois là, sur la plateforme. Donc, c'est gratuit pour les membres, mais c'est payant pour les gens externes. Donc, c'est possible quand même de venir, même si on n'est pas membre de la plateforme, c'est possible de venir quand même participer là, à nos activités en ligne. D'accord. Alors, ça ressemble pas mal à ça, oui. Beaucoup de beaux services et super accessible parce que tout peut se faire en ligne. Donc, où qu'on soit au Québec, on peut bénéficier là, de ces services-là. C'est fabuleux. Absolument, puis on dessert quand même la francophonie canadienne, donc c'est ce qui est intéressant aussi, tu sais, oui, au Québec, parce que moi je suis québécoise et Innu aussi, là, donc c'est sûr que je connais davantage le Québec, mais j'ai habité en 3 ans en Colombie-Britannique dans le milieu francophone, puis on est capable d'aller ressortir, là, tu sais, ce qui se passe aussi ailleurs au Canada, puis c'est ça qui amène une telle perspective plus nationale, canadienne, on dirait, là, donc c'est pour ça un peu que c'est intéressant. Oui. Le côté francophone, c'est un autre enjeu que le côté anglophone au Canada aussi. Là, on a d'autres enjeux très spécifiques de notre histoire, l'histoire des Français dans notre depuis des centaines d'années. Donc, on prend ça en compte là, dans notre éducation, dans notre formation. OK, je comprends. Et donc, actuellement, là, en tant que femme autochtone, c'est quoi les plus grands défis que vous rencontrez, soit dans votre communauté, à plus grande échelle, ça peut être dans votre pratique professionnelle ou ailleurs? Je vous dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup, je crois, l'aspect émotif, que ça peut devenir lourd d'éduquer des personnes un peu réfractaires. Mais là, maintenant, j'ai des stratégies de protection. Mais pas juste moi, là, tu sais, je protège aussi, tu sais, les gens qui travaillent avec moi, qui sont autochtones, ben, tu sais, on a des stratégies pour éviter que ces personnes-là deviennent aussi épuisées. Donc, l'épuisement du militant, de la militante. Ça, c'est un grand défi, mais c'est pourquoi Outapi existe aussi, là. C'est pour essayer de donner, de permettre que cette énergie-là est à la bonne place, soit à la bonne place, donc plus dans la guérison que dans l'éducation. Mais en même temps, l'éducation fait comme aussi partie de la guérison, donc c'est faut trouver l'équilibre entre tout ça. Le défi aussi, c'est certain qu'on en a plusieurs. Il faut, c'est la préservation de ma culture aussi, de ma langue, de faire valoir mes droits, nos droits comme peuple autochtone au Canada, au Québec. Si on veut voir ça plus large, là, on en a plusieurs des défis, mais je vous dirais que je les connais ces défis-là, et puis avec Outapi Consultant, moi je suis accompagnée des merveilleuses personnes à l'interne de Outapi, puis on collabore vraiment bien, puis il y a beaucoup de respect et de bienveillance dans notre équipe, et c'est ce qu'on souhaite amener aussi à nos clients, là, tu sais, cette écoute, cette bienveillance-là. Donc c'est ça qui nous aide à relever les défis ou à
passer par-dessus ces défis émotifs là, qu'on retrouve à tous les jours, oui. D'avoir cette communauté présente et bienveillante autour de vous. Et si on en revient à la journée du 30 septembre, donc aujourd'hui, qui est aussi connue comme la journée du chandail orange, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, déjà, c'est une réussite que ça soit maintenant une journée officielle au Canada. Moi, avant que ça devienne une journée officielle, je mettais mon chandail orange le 30 septembre aussi. Et quand c'est devenu officiel, je me suis dit, OK, on avance, c'est un pas de plus vers la reconnaissance de la présence autochtone et du passé colonial aussi. Parce qu'on parle de décolonisation, mais c'est ça, c'est parce qu'on dénonce ce passé colonial-là qui a encore un impact. Donc, pour moi, c'est un rappel, c'est un devoir de mémoire de se souvenir par où on est passé et se souvenir par où on veut aller, puis comment c'est important d'accepter notre passé pour avancer vers la guérison et pour plus que ça arrive non plus, là, tu sais, dénoncer les processus d'assimilation qu'on a vécu au Canada. C'est ça pour moi, la journée du chandail orange. Puis plus concrètement, ben c'est d'accompagner, par exemple, mon père, ce matin, il m'a invité à un brunch, justement, à Mashtoyat. On fait une commémoration toute la journée. Et on est allé bruncher avec les anciens pensionnaires, les survivants. Donc, c'est de prendre le temps d'être avec eux, puis de montrer que, tu sais, on les soutient, on fait partie, on veut faire partie aussi de leur guérison. On a un devoir d'assurer le futur aussi, puis qu'ils deviennent fiers de nous, de ce qu'on devient, pour continuer de militer pour nos droits, puis de faire honneur à leur présence encore aujourd'hui, puis à se souvenir de ce qui s'est passé pour avancer avancer avec eux et elles de tout cœur. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Joanie, d'avoir pris le temps avec nous ce matin. C'est extrêmement apprécié. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous parler en toute simplicité et en toute bienveillance. Merci de m'avoir accueilli à vos ondes ce matin. Là, avec grand plaisir. Donc, je rappelle Joanie Gilles, qui est directrice et fondatrice de Outapi Consultants. Donc, allez voir sur Internet, allez fouiller sur leur site web. Il y a une panoplie d'outils en ligne aussi sur les médias sociaux. Vous allez pouvoir les retrouver sur Instagram, Facebook, entre autres. Donc, encore une fois, merci et bonne journée de commémoration. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.